Djemé, il est membre du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Bonsoir, Monsieur Djemé. Bonsoir, Madame Diallo. Alors, il y a une situation tendue qui se passe au niveau de la Casamance, je ne dirais pas dans le maquis. Est-ce que, pour que les Sénégalais puissent comprendre davantage ce qui s'est passé, vous pouvez leur expliquer brièvement ce qui se passe? Oui, il faut dire que, comme tous les Sénégalais, nous avons été surpris ce lundi 24 janvier, au lendemain des élections locales, d'apprendre qu'il s'est passé des événements qui ont entraîné la vie, un accrochage entre des éléments au départ supposés appartenir au MFDC et une patrouille des troupes sénégalaises engagées dans le cadre de l'ECOMOG en Gambie. Oui. Nous avons appris et que il y aurait des pertes en vie humaine, il y aurait des blessés et il y aurait même des soldats qui seraient pris en otage. D'abord, je profite de l'occasion que vous me donnez pour m'incliner devant la mémoire des victimes, oui, et saluer leurs familles, présenter mes condoléances les plus attristées, aussi bien aux forces armées du Sénégal qu'à tout l'ensemble du peuple sénégalais. Nous souhaitons également un prompt rétablissement, oui, à tous ceux qui sont blessés, oui, et également souhaitons un prompt retour de tous ceux qui sont aujourd'hui pris en otage par les combattants de MFDC. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs hypothèses, mais celle qui est la constante, c'est que il y a du bois, et vous savez tous qu'aujourd'hui nous sommes tenus de protéger nos forêts dans tous les pays du monde compte tenu des menaces qui pèsent sur l'humanité. Malheureusement, il y a des personnes qui, pour des raisons purement mercantiles, pensent que c'est le moment de faire le plus grand commerce de bois. Et ces personnes utilisent tous les lobbying possibles pour pouvoir avoir du bois à vendre. Alors donc ces personnes continuent à couper du bois de façon frauduleuse. De façon frauduleuse, oui, à le faire transporter malheureusement, oui, jusque par les infrastructures des États, oui, parce que ce bois il passe par les routes, oui, ce bois il entre dans des conteneurs, ce bois il entre dans des ports, oui, et dans les ports on les met dans le bateau, dans des bateaux qui les amènent à destination, n'est-ce pas, demandée par l'utilisateur. Et c'est parce que la patrouille donc serait tombée sur un camion transportant du bois, oui, elle a cherché à l'immobiliser, le chauffeur a réussi à s'enfuir, oui, et c'est au moment de la poursuite qu'il y a eu l'intervention des éléments du MFDC. Oui. Voilà la version plus ou moins plausible qu'il faut retenir. Oui. Mais l'un dans l'autre, c'est donc dans le cadre de la recherche, n'est-ce pas, de la stabilisation par rapport à l'engagement des États, oui, pour la protection de la forêt, mais en même temps pour la sécurisation de la région, parce, oui, que n'oublions pas que nous sommes dans une période où nos États ont de plus en plus besoin de sécurisation. Oui. Ils ont besoin donc pour les personnes et les biens, n'est-ce pas, d'assurer, oui, les rôles régaliens des États, c'est-à-dire la liberté de circuler, la liberté de circulation des personnes et des biens. Oui. Ça, ce sont les fonctions des États. Oui. Et malheureusement, il y a eu cet incident. Et alors, cet incident, M. Djemé, est que il y a eu 9 soldats de l'armée sénégalaise qui ont été capturés par un chef rebelle, Salou Sadio, pour ne pas le nommer, parce qu'il a sorti un communiqué pour faire ses exigences. Vous également du GRPC, aujourd'hui, vous avez sorti un communiqué pour demander la libération de ces otages. Tout à fait. Nous pensons que, en pareille circonstance, ce qui est fait est déjà là. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour amoindrir, oui, les dégâts. Absolument. Et je pense qu'est-ce qu'il faut faire justement que pour ce qui concerne le GRPC, oui, qui a toujours dit qu'il faudrait, dans cette situation, utiliser plus la voie du dialogue, de la négociation, de pourparler, que les armes et l'opération des militaires, parce que tout simplement, il s'agit, dans le cadre des revendications de MFDC, de problèmes politiques posés et pour la résolution desquels certains membres du MFDC ont pensé qu'il faut qu'ils utilisent les armes. Oui. C'est ça qui a amené
la rébellion armée. Mais a priori, c'était des revendications politiques, objectif, indépendance de la Casamance. Et nous avons dit, il faut répondre politiquement à ces questions. Et je pense que c'est à ce moment qu'on arrivera à trouver la voie par laquelle les Sénégalais, dans leur ensemble, s'accorderont. Parce qu'il est évident que le Sénégal s'étend de la vallée du fleuve Sénégal jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau, moins l'enclave de la Gambie qui est à l'intérieur du Sénégal. Et cette enclave de la Gambie a posé pour la Casamance, pour le Sénégal d'une manière générale, une question drastique de son enclavement. C'est la seule région qui est coupée du reste du Sénégal par un autre État. Mais un État qui n'est même pas francophone, mais un État qui est anglophone. Les deux États, Sénégal et Gambie, n'ont pas accédé à l'indépendance au même moment. Qui plus est, la Casamance est adossée vers le sud à un État lusophone. Donc vous voyez, vous allez à Ziguinchor, les gens, à l'époque, au début des indépendances, les gens parlaient couramment Akou et parlaient couramment le créole portugais. Parce que la proximité avec la Guinée-Bissau et la proximité avec la Gambie faisait que les peuples parlaient ces langues-là. Donc, dans la construction de l'État du Sénégal indépendant, dans sa consolidation, il fallait tenir compte de cet élément. Est-ce qu'on en a suffisamment tenu compte? Est-ce qu'on n'en a pas suffisamment tenu compte? Peu importe, ce qui est sûr, l'histoire nous a rattrapés. Ensuite, pour aller en Casamance à l'époque, avant la construction du pont sur Farafenni, mais les gens passaient parfois 2 nuits, 3 nuits, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Il a fallu que le pont soit construit pour que désormais on fasse un voyage. Le même jour, on peut même aller à Ziguinchor et revenir par là. Mais avant ça, ce n'était pas possible. Mais les Casamancés, elles avaient toujours vécu, comme d'ailleurs parfois, des difficultés qu'ils devaient intégrer. Quand quelqu'un devait aller à Ziguinchor, il dit à quel moment je vais arriver à Ziguinchor, peu importe. Alors, donc, ceci est un problème. Donc, cet enclavement a fait que l'une des régions qui jusque-là était considérée comme étant la région la plus riche et la plus belle, était en train, au moment où les efforts étaient faits par rapport au développement, cette région était en train de régresser du point de vue économique, tant du point de vue également des infrastructures. Parce qu'elle était tellement éloignée que souvent au niveau de Dakar, les gens oubliaient les priorités par rapport à la région. Par exemple, aujourd'hui, ce qui avait été la solution pour le désenclavement de la Casamance avant les ponts et les routes, ça avait été la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Aujourd'hui, nous avons un problème, madame. Le bateau le Diola, Aline Sitoé plutôt, qui a été commandé pour remplacer le Diola, ça fait 2 ans, il ne circule pas. Et personne ne se préoccupe de qu'est-ce qui est devenu ce bateau, pourquoi il ne circule pas, et s'il ne circule pas parce qu'il est en panne, comment il faudrait le remplacer. Ça ne préoccupe pas les gens. Alors qu'il était d'un apport extrêmement important. Pour le désenclavement de la Casamance. L'autre problème qui préoccupe beaucoup plus aujourd'hui est qu'il y a des soldats qui sont entre les mains d'un chef rebelle qui pose ces conditions. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui lieu de faire dans l'urgence pour que ces soldats soient libérés, sains et saufs? Pour nous, comme j'ai dit, la voie est la seule, c'est la voie de la négociation. Tout simplement parce que ces soldats sont entre les mains des hommes de Salif Sadio. Il a fait sortir son communiqué, il a même reçu, je crois, une délégation des autorités gambiennes, des autorités de l'ECOMOG, des autorités de la Croix-Rouge. Et il leur a montré justement les soldats détenus en otage. Mais la première volonté du peuple sénégalais, avec à sa tête le chef de l'État, ça doit être comment faire pour que au moins ces soldats puissent être libérés, je crois. Et à mon avis, il n'y a pas 1000 manières pour y arriver. Il faut envoyer à Salif des interlocuteurs qui le rassurent quant à sa sécurité. Et quels devraient être justement les profils de ces interlocuteurs qui pourraient rassurer Salif Sadio? Bon, vous savez, des otages entre les mains de Salif Sadio, ce n'est pas la première fois. Il y en avait eu en fin 2011, début 2012. Ils étaient 8 soldats et ils avaient été libérés par l'implication du président lui-même, le président Macky Sall, mais avec le coordinateur du GRPC, M. Robert Sagna, et avec l'implication du président de la Gambie, c'est-à-dire Yaya Jammeh. D'alors. Et cette volonté de ces 3 hommes aboutit à la libération des 8 soldats qui sont revenus indemnes et qui ont intégré leurs différents cantons.
Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, oui, c'est peut-être le président Yaya Jammeh. Mais il y a, le président Barrow est là. Justement, oui, qui est l'interlocuteur numéro 1. Donc on doit reconduire les mêmes profils. Je crois qu'il faut d'abord que les deux présidents, oui, s'accordent, oui, quant à la nécessité, oui, de leur implication pour qu'on arrive à sortir ces soldats des mains des combattants, oui, indemnes. Oui. Et maintenant, les deux présidents ne pouvant pas eux-mêmes se rendre sur les lieux, oui, il faut qu'ils s'accordent sur les profils à envoyer, oui, sur le terrain. Mais comme je dis, 2011, oui, c'est pas loin. Mais justement, qu'est-ce qui a conduit justement à cette situation? Parce que tout le monde pensait que c'était terminé, la rébellion. Parce que depuis l'avènement de Macky Sall, on avait connu quand même une accalmie. Il y avait de temps en temps des attaques qu'on attribuait à des bandits, à des hommes armés qui étaient dans la brousse ou dans la forêt. Qu'est-ce qui explique que cette résurgence de ces affrontements entre des rebelles et les soldats? En ce qui nous concerne, nous du GRPC, oui, nous retenons ceci. Oui. Premièrement, nous avions comme mission de faciliter le rapprochement, oui, entre les deux parties en belligérance. Oui. C'est-à-dire, d'une part, les combattants, oui, du MFDC, d'autre part, l'État du Sénégal. Oui. Pour que les deux parties acceptent que la seule voie, oui, et l'unique voie qui reste, c'était s'asseoir et discuter. Oui. Nous avions travaillé ceci à la demande de son Excellence, le Président de la République. Oui. Nous y avons réussi parce que nous avions, nous, notre stratégie. Oui. Parce que nous nous sommes dit, les combattants sont des Sénégalais, de Casamance. Les combattants sont sortis de leurs divers villages et de leurs diverses structures sociales et culturelles. Donc, il faut les trouver sur ce terrain, oui, et amener les populations à accepter que ce que leur impose aujourd'hui la présence d'hommes armés dans leur terroir n'est pas à leur avantage. Et lors des forats que nous organisions, les gens ont fini par comprendre qu'effectivement, cette situation non seulement retardait le développement économique et social de la région, mais en même temps mettait partout l'insécurité. Oui. Et quand les populations donc ont accepté ça, ont compris ça, ce sont les populations qui ont pris à bras le corps, oui, n'est-ce pas, la décision de convaincre les autres qu'il faut maintenant, après tant d'années de guerre, déposer les armes et aller discuter avec les plénipotentiaires de l'État. Oui. Et je voudrais signaler ici que déjà, à partir de 2016, si je ne m'abuse, évidemment, le premier qui a été convaincu de la nécessité d'aller discuter avec l'État, c'était bien le camp de Salif Sadio. Oui. Et à plusieurs reprises, avec les plénipotentiaires de l'État, avec Santé Didio, oui, oui, les représentants de Salif Sadio se sont rendus à Rome, oui, pour discuter avec les représentants, oui, les plénipotentiaires de l'État du Sénégal, oui, sur l'issue de la crise. Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont ramené? Je ne peux pas vous dire. Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne peux pas vous dire parce que je n'appartiens pas à cette structure. Est-ce que le président a eu la bonne info? Ce sera à l'opinion d'apprécier. Moi, je ne peux pas savoir. Ce, oui, qui est sûr, c'est que depuis un certain temps, il n'y a plus, oui, de rencontres à Saint-Égidio. Oui. Et c'est le même groupe de Salif, oui, qui serait à l'origine de ce qui s'est passé. Oui. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Sauf qu'avec Abdoulaye Wade, on avait les monsieur Casamance, ça n'avait pas marché. Avec le président Macky Sall, il y avait un comité ad hoc qui avait été mis en place. Qui est encore là. Qui est encore là. Oui. Est-ce que ce comité parle constamment avec le chef de l'État pour lui apporter la vérité des faits sur le terrain? De toutes les façons, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le seul groupe qui jusqu'ici acceptait d'aller à Rome discuter avec, oui, le comité en question, c'est ce groupe qui serait à l'origine de ce que nous déplorons aujourd'hui. Oui. Maintenant, c'est lui qui détient les otages, oui, c'est lui qui se serait accroché, oui, avec la patrouille, n'est-ce pas, du contingent sénégalais en Gambie, oui, et je crois que c'est un peu ça qu'il faut retenir. Maintenant, sans faire de procès à qui que ce soit, nous pensons, nous, au niveau du GRPC, oui, que dans tous les cas, le fait est là. Ce qu'il faut faire, c'est comment faire pour que ce qui est arrivé ne se reproduise pas, et faire en sorte que
cela se circonscrive à ces quelques pertes que nous avons connues. Je pense que si nous tous nous engageons à cela, on arrivera à trouver une solution. Les acteurs principaux, je les ai énumérés. J'ai dit, d'une part, il y a le président de la République du Sénégal, qui est en même temps chef supérieur des armées, chef suprême des armées. Il y a le président de la République de Gambie, qui est en même temps chef suprême des armées. Les deux pays ont un destin commun. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Nous avons connu des tentatives de déstabilisation dans les deux pays, aussi bien en Gambie qu'au Sénégal. Et le fait que cela revienne dans cette partie peut, peut-être si on y prend garde, peut-être accentuer ou prolonger la tentative de déstabilisation. Et aucun d'entre nous n'y a intérêt. Maintenant, l'interlocuteur ou les interlocuteurs qui devront être choisis, je pense que cela relève du pouvoir discrétionnaire de ces deux autorités qui, étant convaincus qu'il faut absolument que cette question soit réglée et définitivement, n'est-ce pas, pour l'intérêt des deux peuples, pour l'intérêt également de la stabilité de la sous-région. Est-ce que quand Salif Sadio pose des exigences, cela veut dire qu'il est prêt à négocier? Tout naturellement, je vous ai dit qu'officiellement, il aurait rencontré déjà une délégation d'officiels de la Gambie, accompagnée de la Croix-Rouge. Les autorités sénégalaises, vous n'avez aucune information? Si, il y avait, parce que quand même, n'oubliez pas que nous avons une représentation diplomatique à Banjul, et je ne pense pas que cette délégation qui a rencontré Salif se soit rendue là-bas sans la présence des autorités de l'ambassade. Je crois que ces autorités de l'ambassade auraient participé à cette rencontre. Mais le plus important, c'est qu'au moins, officiellement, les hommes sont entre les mains de Salif. Et il aurait promis, n'est-ce pas, que si les conditions qu'il pose sont respectées, eh bien, il allait procéder à la libération des otages. Prions pour que tout le monde s'engage d'abord. Ça, c'est le point. Justement, tout le monde ne s'est pas engagé quand même. On n'entend personne en parler, à part vous, du GRPC. On n'entend pas les acteurs politiques, on n'entend pas la société civile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette affaire de la Casamance, il faudrait en faire seulement une affaire d'État? Ça doit être une affaire de tous. Il faut poser un débat serein, franc et sincère et inclusif à la fois pour trouver des solutions. Nous, en ce qui nous concerne au niveau du GRPC, nous n'avons pas d'ailleurs attendu que le GRPC soit constitué pour nous impliquer dans la recherche de solutions par rapport à cette question que nous considérions comme étant une question prioritaire et même surprioritaire. Parce que, comme on dit, si tout ton corps se porte bien et que même le plus petit des doigts a mal, c'est tout le corps qui doit avoir mal. Mais ici, il faut dire que cette question qui est au centre des discussions aujourd'hui, qui est la question du bois, et peut-être même la question du trafic de drogue. Mais ça, c'est une question d'ordre plutôt mondial, parce que tout simplement, ce sont les chercheurs de capitaux et qui veulent s'enrichir à tous les prix, y compris dans l'exercice des activités illicites, qui peuvent influer sur la bonne volonté seulement des personnes. Est-ce qu'il y a justement cette volonté pour faire face à ce commerce frauduleux? Dans tous les reportages que vous faites au niveau de la presse, on nous montre une voie. Le bois quitte la Casamance de façon frauduleuse, entre en Gambie, traverse toute la Gambie, il est mis dans des conteneurs, les conteneurs sont transportés au port de Banjul et ils sont transportés en direction, n'est-ce pas, de pays qui reviennent très souvent dans vos reportages. Et pourtant le président Barrow avait quand même, s'était engagé quand même à lutter contre tout cela, mais à l'arrivée, on a vu ce qui se passe. Mais le commerce illicite. Moi, je voulais dire plus. Je voulais dire plus en disant que ces pays qui sont cités, n'est-ce pas, comme étant destinataires de ce bois, mais entretiennent des relations avec le Sénégal. Officiellement. Absolument. Avec le Sénégal et avec la Gambie. Donc, je crois que il y a des choses que nous, on peut faire. Nous ne faisons que faciliter le rapprochement entre les combattants du MFDC qui, eux, s'étaient engagés pour l'indépendance de la Casamance, avait-il dit. Absolument. Aujourd'hui, je suis sûr que, et officiellement d'ailleurs Salif en parle, lui-même est opposé, entre guillemets, à la coupe
du bois. Alors donc, ce bois étant au centre d'échanges extrêmement importants. Donc ce sont les enjeux. Oui. Et quand il y a des enjeux, il faudrait que maintenant les responsables puissent être à la hauteur. C'est pourquoi je vous demande, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de faire face à ce commerce illicite du bois? Est-ce qu'il y a une réelle volonté? Ce serait... Oui, oui. Moi, en ce qui me concerne, je constate qu'au niveau du Sénégal, je suis de la Casamance, mais dans mon propre village, quand vous voulez abattre même un arbre par mesure de dégagement pour protéger votre maison, vous êtes obligé de passer par les eaux et forêts qui vous en donnent l'autorisation. Sinon, vous êtes passible de sanctions. Alors, on parle souvent de complicité venant des eaux et forêts. L'armée ne peut pas également être sur tous les fronts. Non, de toute façon, l'armée, d'ailleurs, par définition, n'était pas à l'origine destinée à protéger les forêts. Non, mais ils sont intervenus comme appoint par rapport à ce qui s'était passé, n'est-ce pas, et qu'on risque de connaître, c'est-à-dire une déforestation systématique, ce qui serait un danger pour tout le monde. Absolument. Et je crois que c'est à l'issue, d'ailleurs, des événements malheureux de Bofa-Bayotte qu'il a été demandé à l'armée d'intervenir et conséquemment, je crois que des moyens supplémentaires ont dû lui être accordés pour également faire un peu dans le rôle de gendarmerie et de police par rapport à ces questions de bois. Maintenant c'est votre dernier mot. La volonté, elle est là, parce qu'elle est manifeste. Maintenant, est-ce que dans l'application, les gens ont les moyens d'aller jusqu'au bout? C'est à ce niveau, je crois. Il faut avoir la volonté, en tout cas, politique même, pour pouvoir faire face. Oui, la volonté politique... C'est ça qui manque. Oui, je pense que ça aussi, les États ont leurs institutions. Ils ont leurs intérêts aussi. Je disais tout à l'heure... Les États ont leurs intérêts aussi. Oui, mais les intérêts... Parce que Barrow avait promis et la promesse n'a pas été respectée. Au vu de ce qui se passe. Il faudrait peut-être l'aider davantage à y arriver. Et je salue, par exemple, les décisions qui ont été prises par la CEDEAO à Accra. Parmi lesquelles décisions, il a été retenu, n'est-ce pas, le maintien de la force en Gambie. Et également, il a été redéfini son rôle, n'est-ce pas, de défense, mais de police aussi. Cela veut dire que si nous tous nous savons que c'est un rôle de police, cela veut dire que l'armée de l'ECOMOG qui est en Gambie peut interpeller n'importe quel citoyen suspect dans le cadre d'activités qu'il mène. Et si tout le monde accompagne, je crois que nous allons y arriver. Il faut le faire, il faut y arriver. Il faut pouvoir faire face à ces réseaux hyper puissants qui exploitent nos forêts de façon illicite. Votre dernier mot, le dernier mot du GRPC? Le dernier mot du GRPC, c'est d'abord réitérer ce que nous avons dit dans notre communiqué. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les forces vives soient conscientes qu'en ce moment-ci, aucun État de la sous-région, encore moins de notre espace restreint Sénégal-Gambie, n'a intérêt à ce que l'instabilité s'installe. Et que donc faisons ça un défi collectif, un défi national. Et je crois qu'à ce prix, on arrivera à contenir, n'est-ce pas, les dangers qui guettent à nos portes. Merci beaucoup Ibrahima Ama Diémé. Mais c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Merci d'avoir suivi et à dimanche prochain pour la coupe, Inch'Allah. Très bien.